Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc la semaine dernière, on a parlé du flow. On a vu que le flow, c'était pas un état permanent de bien-être, que c'était pas non plus une manière de rester constamment dans l'action, constamment dans le mouvement. C'est vraiment la capacité de notre système nerveux à retrouver suffisamment, suffisamment de souplesse pour pouvoir circuler entre les différents états dont on a besoin pour faire l'expérience de la vie. Donc il y a des moments pour mobiliser notre énergie, il y a des moments pour ralentir, il y a des moments pour avancer, il y a des moments pour s'arrêter complètement. Et quand on arrête de lutter contre ces différents mouvements, en fait, il y a quelque chose qui peut se libérer. Et ça, c'est une bonne chose, en fait. Parce que toute l'énergie qu'on consacrait avant à nous retenir, à se retenir, à nous contrôler, à maintenir une situation qui ne nous correspond plus, en fait, ou à lutter contre nous-mêmes, et ben cette énergie, elle peut, chemin faisant, redevient progressivement disponible, en fait. Et toute cette énergie-là, ben, bien évidemment, elle peut être utilisée, hein, elle sert à ça. Elle peut devenir mouvement, elle peut devenir décision, elle peut devenir création, elle peut devenir action, elle peut devenir plein de choses. Et c'est ce dont on va parler, c'est ce qu'on va aborder, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie quand on cesse de la gaspiller pour combattre ou pour résister, en fait. Et c'est là qu'on entre dans la notion du feu créatif. Depuis le début de cette série, on a beaucoup parlé justement de l'énergie mobilisée par notre système nerveux. Et quand on est en situation de danger, qu'il soit réel ou perçu, mais même un danger perçu, il est perçu comme étant réel, en fait, et ben notre organisme, il mobilise des ressources. Il prépare notre corps à agir, il nous prépare à fuir, il nous prépare à nous défendre, il nous prépare à nous adapter, tout ça. Et quand cette mobilisation, elle devient chronique, eh ben, il y a une partie considérable de notre énergie qui peut rester en permanence consacrée à la survie, en fait, pour surveiller, pour anticiper, pour contrôler, pour éviter, pour se retenir, justement, se protéger, essayer de réparer en permanence ou simplement répéter les mêmes schémas. Simplement aussi parfois à essayer on peut utiliser une énergie considérable à simplement essayer de comprendre ce qui nous arrive, en fait. Et tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Et c'est pour ça que le travail de régulation émotionnelle, il n'a pas simplement pour objectif de nous faire nous sentir mieux. C'est bien si on y arrive, mais il peut aussi nous permettre, en tout cas, il ne devrait pas avoir pour objectif que ça. Parce qu'il peut aussi nous permettre de récupérer de la disponibilité. D'accord ? Quand notre système nerveux, il a plus besoin de consacrer autant de ressources à la protection et à la survie, ben ces ressources, elles peuvent devenir disponibles pour autre chose, notamment pour apprendre, pour jouer, pour aimer. En général, on aime bien. Pour créer, pour entreprendre, pour prendre des décisions, pour construire la vie qu'on a envie de construire et la version de soi qu'on aspire à expérimenter, en fait. Et c'est là qu'on commence à rencontrer le feu créatif. Mais cette énergie, elle n'arrive pas nécessairement sous la forme d'une idée claire ou d'une envie qui serait parfaitement formulée, en fait. Elle peut d'abord se manifester comme une sensation de mouvement intérieur, c'est-à-dire une envie, une impulsion, une curiosité, quelque chose qui nous attire ou qui nous tire, en fait, sans forcément qu'on puisse véritablement le nommer précisément, en fait. Et c'est aussi dans cet espace que, justement, nos émotions, elles retrouvent toute leur importance. On a vu qu'une émotion, c'est une information qui entraîne une mobilisation au niveau de l'organisme de manière générale. Donc une émotion, quand elle se manifeste, automatiquement, elle déclenche un signal, plus spécifiquement. Pardon. Et ce signal, du coup, nous prépare à quelque chose. Selon l'émotion qui a été identifiée. Donc, la colère peut, du coup, nous mobiliser notre organisme pour venir poser une limite, pour venir fixer une limite. La peur peut justement entraîner une mobilisation pour nous protéger. La joie peut venir
nous ouvrir au contact, nous ouvrir à l'autre, nous ouvrir à l'expérience. Le désir peut nous orienter vers quelque chose. Et la tristesse, par exemple, peut nous accompagner dans le retrait, dans la séparation, dans l'intégration d'une perte. Et quand on a appris à écouter ces mouvements plutôt qu'à les combattre, à les recevoir, à les identifier, à les questionner plutôt que leur dire vous ne passerez pas, eh ben, il y a une nouvelle façon d'être, un nouveau questionnement qui peut apparaître en fait, et à partir de là, une nouvelle expérience où on peut venir du coup demander ok, qu'est-ce que cette énergie veut devenir maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut devenir maintenant? Ce qui n'est pas du tout la même question que comment je fais disparaître cette émotion? Comment je fais pour qu'elle ne revienne jamais? Comment je fais pour ne jamais revivre ça en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit plus simplement de chercher à réguler. Il s'agit de mettre cette énergie régulée, au service de notre vie. La colère peut devenir une décision, voilà. La curiosité peut devenir une recherche et l'ouverture d'un nouveau domaine de vie. La joie peut devenir une relation, que ce soit un autre être humain, un animal ou à une autre énergie. La tristesse peut devenir une création. Voilà, je peux prendre ce qui est difficile en moi pour en faire quelque chose. L'indignation peut devenir un engagement, important aussi. Et même la peur, en fait, peut elle-même devenir une information qui va nous permettre de préparer notre mouvement plutôt que de simplement nous immobiliser, en fait, dans ce qui nous fait peur. Donc l'émotion, c'est plus, à un moment donné, ça n'est plus juste quelque chose qu'il faut traverser. Ça redevient une information, mais une information, c'est quoi? Ça redevient une matière première, en fait, c'est tout. Et cette distinction, elle est importante à faire parce que utiliser son émotion comme matière première, ça veut pas dire simplement agir immédiatement sous le coup de son impulsion. Pourquoi ça c'est important? Pourquoi cette distinction elle est importante? Parce que, mettons que je sois submergée par la colère et que j'envoie immédiatement un message que je vais regretter demain, dans 3 mois ou dans 6 mois, je ne suis pas dans un process de transformation de ma colère, je suis en train de décharger ma colère. Quand je ressens une peur et que je fuis immédiatement une situation, je ne suis pas nécessairement en train d'écouter mon système nerveux en fait. Je suis en train de lui obéir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et le feu créatif, il apparaît ailleurs, il n'apparaît pas dans ces mouvements-là. Il apparaît quand l'énergie, elle peut être contenue suffisamment longtemps, même si elle est désagréable, désagréable à ressentir et à vivre, parce qu'à la base, l'émotion n'est pas désagréable, dans le sens où elle n'est pas négative, mais ce feu créatif, il apparaît quand justement ces énergies-là, elles sont contenues suffisamment longtemps à l'intérieur de nous, consciemment, pour pouvoir devenir une direction en fait. Je ressens quelque chose, je laisse l'énergie circuler à l'intérieur de moi, j'écoute ce qu'elle me signale en fait parce qu'elle me renseigne sur moi, sur ce que je veux, sur ce qui est vraiment important pour moi, sur ce que j'évite. Et ensuite, en fait, du coup, une fois que j'ai écouté ce qu'elle m'a signalé en tant qu'information, je peux choisir ce que j'en fais. Et la différence, elle est fondamentale en fait, parce que la régulation, elle supprime pas l'énergie, absolument pas. Elle nous permet d'en devenir le conducteur. J'ai toute cette énergie à l'intérieur qui me traverse. Qu'est-ce que je choisis d'en faire maintenant que je ne la fuis plus, je ne la combats plus, je ne suis plus dans cette posture de va des rétro Satanas, t'as rien à faire là, quoi. Et quand on est capable de conduire cette énergie, et bien justement, notre manière d'agir, notre manière d'être, elle peut changer en fait. On n'est plus seulement en train de réagir à ce qui nous arrive, on peut commencer à participer consciemment à ce qu'on veut voir et faire advenir de sa vie et dans sa vie. On pourrait presque présenter le processus comme ça en fait. Stimulus, réaction, décharge. Ça, c'est le fonctionnement automatique, j'ai pas envie de dire c'est le fonctionnement de base, mais c'est le fonctionnement qu'on a reçu au travers de la société dans laquelle on vit. Stimulus, réaction, décharge, puisqu'on n'a aucune éducation émotionnelle, globalement, pour la plupart d'entre nous. En tout cas, on n'a pas reçu. Et donc,
C'est le fonctionnement automatique, il y a quelque chose qui se produit, mon système réagit et je fais quelque chose pour surtout, surtout, surtout faire cesser la tension. Ok? Mais quand on gagne en régulation, il y a une autre étape en fait qui vient s'immiscer à l'intérieur de ça. Donc on a le stimulus, on a la mobilisation, puis on a la présence, puis on a le choix, puis on a l'action. La mobilisation, elle est toujours là, tout part de là. Mais à elle seule, elle ne détermine plus automatiquement ce qu'on va faire. Ça, c'est important. Et c'est à cet endroit-là que commence la liberté. J'ai parlé de la liberté, notamment dans les dernières météos. Et la notion de la liberté, elle va être très présente en ce moment. Ces semaines-ci, ces temps-ci, sur justement avoir conscience de ces espaces dans lesquels on s'estime libre parce qu'on réagit alors qu'on n'est pas libre puisqu'on ne fait pas de choix conscients. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est à cet endroit-là que commence véritablement la liberté, en fait. Je peux être en colère et choisir de poser une limite plutôt que d'agresser. Je peux avoir peur et choisir, justement par rapport à cette peur, de me préparer plutôt que de renoncer, plutôt que d'abandonner, plutôt que de fuir. Et il y a beaucoup de rêves dans nos vies et d'aspirations dans nos vies qui sont c'est-à-dire d'aspirations qui ont été tuées en fait par cette peur qui nous fait renoncer plutôt que nous préparer. Voilà. Je peux être triste aussi et choisir de me retirer temporairement pour prendre soin de moi volontairement. Je peux avoir envie de quelque chose, vraiment, cette notion d'aspiration et de désir de vie, et choisir de construire progressivement les conditions nécessaires pour rencontrer cette chose, en fait. L'énergie, c'est la même. Dans tous les cas, l'énergie, c'est la même, mais la destination, elle change. Et c'est justement cette capacité à transformer une mobilisation intérieure en mouvement vraiment choisi qui va nous permettre de parler d'un mot qui est de plus en plus galvaudé, je pense, qui est la notion de manifester. Donc manifester, c'est un mot qu'on entend globalement à toutes les sauces aujourd'hui. Il peut vite devenir magique, par exemple. Hein, si je vibre suffisamment haut, je vais attirer ce que je désire. Ça, on le prend, on le met de côté parce que c'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Parce que on sait que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Notre état intérieur influence effectivement notre manière de percevoir, notre manière d'entrer en relation, notre choix, notre posture, notre disponibilité. Ça influence ce qu'on remarque, ça influence ce qu'on évite, ok? Ça influence les personnes avec lesquelles on entre en résonance, ça influence les décisions qu'on est capable de prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on contrôle le monde extérieur par notre état intérieur. On ne peut pas juste penser quelque chose très 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 fort et être certain de l'obtenir en fait. Il y a le hasard avec un petit h ou avec un grand H. Il y a les autres, il y a les circonstances, il y a les contraintes matérielles, il y a la réalité. Il y a plein de choses. Donc quand je parle de manifester par l'émotion, je ne parle pas spécifiquement de ça en fait. Je parle de cette capacité à prendre quelque chose qui existe d'abord sous forme d'élan intérieur et à lui donner progressivement une forme dans le monde. Et le principe même de la manifestation, c'est ça. C'est pour ça qu'on a eu autant, dans les guidances cette semaine, l'influence du magicien. Cette idée que nous sommes la baguette magique et que c'est à nous d'utiliser les ressources à notre disposition pour créer le monde, créer la réalité dans laquelle on a envie de vivre. Et ça se fait pas comme ça. Donc c'est vraiment cette manifestation dont je parle ici, c'est vraiment la manifestation du magicien en fait. C'est la leçon du magicien qu'on essaye de nous transmettre mordicus en ce moment, qui vraiment, je le répète, consiste à prendre cet élan qui existe, intérieur, et lui donner progressivement, avec nos petites mains et nos petits doigts, une forme dans le monde en fait. Donc c'est comme ça qu'une idée devient un projet, c'est comme ça qu'un désir devient une décision qui est répétée tous les jours, c'est comme ça qu'une intuition devient une expérimentation, c'est comme ça que une valeur devient un engagement, c'est comme ça qu'une vision devient une œuvre, par exemple. Manifester, ici, c'est faire passer le vivant de l'intérieur vers l'extérieur.
Mais pour que ce passage il puisse réellement avoir lieu, encore faut-il être capable de supporter ce qui se trouve entre les deux et qu'on a déjà abordé, mais qui revient ici, l'incertitude. Entreprendre quelque chose, quelle que soit l'échelle, implique l'incertitude. Même une toute petite décision peut comporter une part d'inconnu, en fait. Et plus on a connu l'instabilité dans sa vie, plus cette incertitude peut devenir difficile à tolérer. Parce que notre organisme, il cherche alors automatiquement, il cherche à retrouver immédiatement quelque chose de prévisible. On réfléchit encore, on attend le bon moment, alors que le bon moment n'existe pas. On cherche la certitude, on demande son avis à tout le monde, on prépare encore, on procrastine, on repousse, on perfectionne, par exemple. Et parfois, on appelle ça de la prudence, hein, et je dis pas que c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, en tout cas à un moment donné, c'est plus de la prudence, c'est juste une part de nous qui est simplement en train d'essayer de ne pas s'exposer à l'inconnu. Et donc, ça veut pas dire, comme je le disais, qu'il faut devenir imprudent. Ça veut dire qu'il faut apprendre à distinguer, en fait, je ne veux pas faire ça, j'ai peur de faire ça. Et ça, c'est un message qu'on a reçu depuis 3 mois dans les guidances de différentes façons. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, au travers de ce numéro-là, on essaye de le faire passer de façon plus directe. C'est important d'apprendre à distinguer je ne veux pas faire ça de j'ai peur de faire ça. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout les mêmes informations en fait. Et cette distinction, elle devient plus facile justement quand on sait reconnaître ce qui, dans notre désir, dans notre intériorité, en fait, on sait reconnaître ce qui vient réellement de nous. Dans un autre numéro avant, on a parlé des émotions comme étant comme d'une boussole en fait. Mais il y a autre chose qu'on peut ajouter dans cette notion de boussole. Une fois que notre système nerveux il a retrouvé davantage de sécurité, le désir il devient aussi souvent plus lisible, notamment parce qu'il, chemin faisant, il fait moins peur en fait. Parce que quand on est en mode survie, ce qu'on veut surtout, c'est que ça cesse. C'est que ce qui nous met en tension cesse, ce qui nous fait peur cesse, que les contextes qui nous mobilisent cessent en fait. On veut que la douleur cesse, on veut que l'incertitude cesse, on veut que le conflit cesse, on veut que la peur cesse. Et quand on retrouve suffisamment de sécurité, au-delà de ce que je veux qui voudrait qu'il s'arrête, je deviens capable de commencer à me demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Cette question, elle paraît très très simple parce qu'on peut se la poser souvent, mais on se la pose souvent pendant longtemps, depuis un espace où on voudrait surtout que les choses qui sont inconfortables dans nos vies s'arrêtent, ok ? Mais cette question, quand elle est vraiment posée depuis son désir, en fait, depuis son feu intérieur, depuis son feu créatif, elle cherche plus à résoudre un problème, en fait. Elle cherche plus à arrêter une situation complexe. Elle cherche à créer une direction, ce qui n'est pas du tout la même expérience. Et c'est une des grandes transitions qu'on aborde dans cette 6e phase, parce qu'au début de l'alchimie émotionnelle, on cherchait à sortir de la survie. On voulait que la difficulté cesse et on cherchait à sortir de la survie. Et maintenant, on entre dans cette phase où on devient capable de commencer à se demander si je ne consacrais plus toute mon énergie, ou en tout cas autant d'énergie à éviter ce que je ne veux pas, qu'est-ce que j'aurais envie de construire? Qu'est-ce que je pourrais construire? Qu'est-ce que je construirais en fait? Et une fois que ce désir, il est devenu suffisamment clair, il y a souvent une autre difficulté qui apparaît derrière malgré tout, c'est de vouloir transformer ce désir immédiatement en objectif en fait. Et c'est là que c'est important de se rappeler, ce qu'on a appris dans la vidéo précédente, c'est que le flow, c'est pas une course permanente vers l'avant. Et donc après avoir mis le doigt sur son énergie créative ou sur le fait qu'il y avait ce réservoir-là qui était autrefois occupé par autre chose et qui est maintenant disponible, on peut vouloir l'exploiter. Exploiter quelque chose, c'est pas un gros mot, hein. On s'exploite tous les uns les autres en permanence.
On exploite le temps, l'argent, la disponibilité, les compétences des autres. Voilà, l'exploitation, c'est pas une mauvaise chose. Mais quand on commence à vouloir exploiter son énergie, ben on peut, du fait de nos conditionnements, comme une fleur, retomber dans une autre forme de contrainte, en fait. C'est-à-dire qu'il faut. Il faut qu'il y a qu'à faucon, il faut créer, il faut produire, il faut être inspiré, il faut avancer, il faut transformer presque chaque émotion en projet. Mais le flow qu'on a, le flow, non pas il faut, mais le flow qu'on a exploré précédemment nous apprend, ou en tout cas tente de nous apprendre exactement l'inverse en fait. L'énergie, elle n'est pas disponible de manière identique en permanence. Il y a des périodes d'expansion, il y a des périodes d'intégration, il y a des périodes de retrait, il y a des périodes où il y a quelque chose qui cherche à naître. Et parfois, d'accord, souvent même, la meilleure chose qu'on puisse faire avec notre énergie créative, c'est de ne surtout pas encore lui donner de forme. Parce qu'une idée peut avoir besoin de mûrir. Une intuition peut avoir besoin d'être testée. Un projet, parce que l'intuition mène souvent à l'expérimentation, donc l'intuition peut avoir besoin d'être testée. Le projet peut avoir besoin d'être abandonné en l'état. Et une envie, elle peut être simplement passagère en fait. Laisser quelque chose exister sans immédiatement le transformer, c'est-à-dire lui donner une forme, le transformer en objectif, c'est aussi une forme de liberté. Créer, ça signifie pas produire sans arrêt. C'est pas ça. C'est être suffisamment disponible pour reconnaître ce qui cherche réellement à prendre forme au milieu de tout le reste. Parce que je vais pas t'apprendre qu'on est traversé par des millions de choses en permanence. Et tout ne cherche pas à prendre forme. Et quand une direction se précise enfin, quand on arrive à rester suffisamment avec, suite à ça, une fois qu'on est capable de dire « ok, c'est ça », il reste à trouver la manière juste, la plus juste pour cette énergie, mais aussi pour moi, puisque c'est moi la baguette magique, il reste à trouver cette manière juste de la mettre en mouvement. Et donc, il n'y a pas de, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de test parfait pour savoir, ou de questionnement parfait pour savoir si une action vient justement d'un mouvement juste ou si elle vient d'une nouvelle tentative de contrôle en fait de notre système. Mais du coup, on peut revenir à notre premier guide, et j'ai envie de dire à notre seul guide. On peut revenir à notre corps, en fait. Quand je m'imagine faire cette action, est-ce que je sens uniquement de la contraction? Est-ce que je me sens obligée? Est-ce que je cherche à prouver quelque chose? Est-ce que je cherche encore à réparer une blessure? Est-ce que je cherche à obtenir une validation? Ou bien est-ce qu'il y a, même au milieu de toute cette peur, en fait, est-ce qu'il y a une forme de disponibilité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu d'espace? Est-ce qu'il y a un peu de respiration? Est-ce qu'il y a un peu de curiosité? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce qu'il y a une sensation de mouvement, en fait? Parce que parfois, souvent même, l'action juste fait peur. Elle peut faire très 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 peur. C'est un message qu'on a de façon récurrente dans les guidances. La peur n'est pas un panneau stop. C'est plutôt un panneau qui nous dit souvent c'est par là que ça se passe, mais il faut juste faire attention. Donc la peur, c'est pas automatiquement un non. Et du coup, dans ces moments-là, la question à se poser qui peut nous amener justement à mettre notre mental au service véritablement de ce qui est en train de se présenter à nous, c'est: est-ce que cette peur m'indique un danger auquel je dois répondre? Ou est-ce qu'elle m'accompagne simplement pour justement m'aider à sortir de ce qui est familier? Et c'est en ce sens-là que la peur, c'est pas un panneau stop, c'est un panneau qui nous dit c'est bien par là, il faut juste faire attention parce qu'on entre en terrain inconnu. On a parlé de l'inconnu, on a parlé de la certitude. Et être capable de faire cette distinction, ça demande du temps. Ça demande de l'écoute, ça demande aussi souvent à un moment donné d'oser et d'expérimenter, c'est-à-dire de mettre un orteil pour savoir si l'eau elle est vraiment aussi froide que ce que je pense qu'elle est. Voilà, parce que la création, à un moment donné, elle se vérifie pas uniquement dans notre monde intérieur en fait, elle a besoin de rencontrer le réel.
Et c'est au contact du réel, en fait, qu'une idée peut devenir quelque chose de vivant. Et au-delà de ça, on a tendance à associer le feu intérieur, le feu créatif à quelque chose, aux grandes réalisations en fait. Créer une entreprise, écrire un livre, changer de vie, créer une œuvre, partir, construire, voilà. Mais le feu créatif, il peut aussi être beaucoup plus petit et beaucoup plus discret en fait. Ça peut commencer par préparer un repas parce que ça nous fait plaisir en fait. Réorganiser, réagencer une pièce, commencer une conversation avec quelqu'un, planter quelque chose, écrire 3 lignes, dire non, dire oui, hein, ça peut être ça, hein, prendre rendez-vous pour quelque chose, qu'on sait qu'on doit faire ou qu'on veut faire depuis longtemps et il y a toujours cette contraction à l'intérieur. Envoyer une candidature, ça peut commencer par ça, arrêter un projet, ça peut être aussi, l'élan du feu créatif, demander de l'aide, bien évidemment. Faire quelque chose, simplement parce qu'il y a une envie derrière, en fait. Et la création, pourquoi? Parce que la création, elle commence dès qu'on cesse de simplement répondre à ce qui nous arrive et qu'on commence à participer consciemment à ce qu'on veut voir et faire advenir. C'est ça le feu créatif en fait. Enfin, en tout cas de mon point de vue. De mon point de vue. Et quand on commence à regarder les choses sous cet angle-là, de cette manière-là en fait, eh ben, le grand œuvre, le process du grand œuvre qui amène à la pierre philosophale, c'est pas juste une transformation intérieure en fait, c'est une manière de mettre cette transformation en circulation dans le monde. Et si on reprend cette métaphore alchimique, on a commencé avec le plomb, la survie, la réaction, les automatismes, puis on a chauffé la matière, c'est-à-dire qu'on a appris à rester présent, on a dissous certaines résistances, on a extrait des informations de nos émotions, on a appris à retrouver un certain degré de flexibilité, et à partir de là, justement, il y a autre chose, souvent de très très différent, qui devient possible dans nos existences en fait. On n'est plus seulement en train de transformer sa souffrance. On n'est plus seulement en train de faire ça ou d'essayer de faire ça. On peut commencer à transformer notre énergie en œuvre. C'est pas nécessairement une œuvre artistique en fait, c'est vraiment notre manière de vivre, nos relations, notre environnement, nos choix, notre façon d'être au monde, tout ça c'est une œuvre. Et c'est ça en fait le passage vers la pierre philosophale, c'est ne plus concentrer et consacrer toute notre énergie à devenir quelqu'un qui va enfin aller bien, mais utiliser cette énergie pour devenir quelqu'un qui vit. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et hier, je recevais ce message, je regardais les étoiles hier soir, et je recevais ce message, ta vie est à l'image de ton système nerveux. J'ai pas su dire si c'était une insulte ou un compliment, entre guillemets. J'ai pas su répondre. Mais en fait, et la distinction, elle est importante en fait. Il s'agit plus de consacrer toute notre énergie à aller bien et à devenir quelqu'un qui va bien en permanence. Il s'agit d'utiliser cette énergie pour devenir quelqu'un qui vit et dont la vie est vivante, véritablement. Et c'est là que se trouve la différence entre une transformation qu'on comprend, c'est-à-dire qu'intellectuellement on l'intègre, et une transformation qu'on finit par incarner véritablement. Et donc pour accompagner cette pensée-là, je vais te proposer un petit exercice. Ok, normalement c'est quelque chose que j'aurais mis dans les contenus exclusifs, mais là je le mets pour tout le monde. Je vais te proposer un petit exercice tout simple, mais qui peut être, qui peut venir secouer certaines de tes fondations. Je vais t'inviter à prendre une feuille de papier et un stylo et à venir écrire la question suivante, et vraiment à rester avec cette question pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 demi-heure, 3 heures et demie, 3 semaines, peu importe en fait. Et cette question c'est, si toute l'énergie que je consacre aujourd'hui à me protéger, à me retenir, à me contrôler, à me préserver, voilà, si toute l'énergie que je consacrais aujourd'hui à tout ça, consciemment et inconsciemment, ou alors à me demander si je suis sur la bonne voie, en fait, hein, ça peut être juste ce questionnement-là qui prend toute la place,
Et donc si toute l'énergie que je consacrais à ça devenait disponible pour créer ma vie, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Voilà. Il ne s'agit pas... Tu vas avoir des réponses qui vont venir automatiquement, elles vont être raisonnables. Elles vont être raisonnables, elles vont être raisonnées, elles vont être connues, elles vont être familières, elles vont être cocoon, elles vont être rassurantes, elles vont être réconfortantes. Ok, toutes ces réponses-là, tu les prends et tu les mets de côté. Il ne s'agit pas de chercher immédiatement quelque chose qui ressemble à tout ça, quelque chose qui te réconforte, quelque chose qui te sorte de la peur ou de l'inconnu en fait. Parce que le vide, si tu fais bien l'exercice, le vide va s'ouvrir sous tes pieds. Le but, c'est de savoir rester dans ce vide-là, en fait. Il ne s'agit pas de savoir ce qui serait confortable, il ne s'agit pas de savoir ce qui serait raisonnable, il ne s'agit pas de savoir ce qui serait rentable, il ne s'agit pas de savoir ce que tu devrais vouloir. Il s'agit d'identifier ce qui te donne envie de bouger de ta sphère familière. C'est ça, être en vie. C'est bouger systématiquement de sa sphère familière. Et une fois que tu es bien ancré dans cet exercice-là, et que quelque chose qui te donne envie de bouger se manifeste enfin, plutôt que de te réconforter, t'apaiser, te maintenir dans... Voilà. Et bien, une fois qu'il y a quelque chose qui te donne envie de bouger qui apparaît, ok, quelle toute petite forme, tout petit truc, quelle toute petite forme concrète pourrais-je donner à cet élan, à cette envie de bouger? Parce qu'une vision, elle va jamais devenir réalité parce qu'on va y penser suffisamment fort. Il y a très peu de chance en fait. Une vision, elle devient réalité parce que on commence petit à petit, nous, à lui donner forme, un geste, un tout petit geste, une décision, ça peut être 1 heure, d'accord, une demi-heure tous les jours, 1 heure tous les jours, ça peut être une rencontre, ça peut être écrire une page, ça peut être essayer quelque chose, ça peut être faire un premier pas. Ça peut être tout ça en fait. Et ce premier pas, ce tout petit pas, il est bien souvent largement suffisant pour que la suite puisse apparaître. Pour que le prochain pas puisse apparaître, qui va amener au prochain pas, et au prochain pas, et au prochain pas. Et c'est comme ça que la route se parcourt et qu'on dépasse la montagne. On arrive presque au terme de notre voyage, il nous reste 2 numéros. Et dans ce process de l'alchimie émotionnelle, on a commencé par apprendre à observer notre système nerveux, comprendre nos réactions, traverser l'intensité, relâcher certaines charges et transformer progressivement notre rapport à nos émotions en fait. Et puis, il y a eu tout ce process de remettre toute cette énergie en circulation, retrouver davantage de souplesse, sortir du combat contre soi-même, surtout sortir du combat contre soi-même. Et aujourd'hui, on a commencé à explorer ce qui peut devenir possible en fait, quand toute cette énergie n'est plus uniquement consacrée à survivre, à nous protéger, à nous réguler, ok, parce que la survie, la protection, la régulation, c'est ni bien ni mal, c'est un process dans lequel on passe. Et donc toute cette énergie, elle peut servir à créer, elle peut servir à entreprendre, elle peut servir à choisir, mais vraiment à choisir librement, véritablement, enfin en tout cas plus véritablement et plus librement. Elle peut du coup ensuite nous amener à vraiment à donner une forme concrète à ce qui cherche à émerger en nous, si tant est qu'on accepte suffisamment le vide sous ses pieds pour pouvoir identifier cet élan-là. Mais il reste une dernière étape, on n'est pas tout à fait au bout. Parce qu'après avoir parcouru tout ce chemin, il ne s'agit pas seulement de connaître toujours davantage son système nerveux, en fait. Il s'agit, à un moment donné, surtout de savoir quoi faire de tout ça dans notre vie. Voilà, et ça, c'est une grande question. Et donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, on va aborder le sujet des 5 principes de la maîtrise alchimique, en fait. Et on va revenir sur tout ce qu'on a traversé depuis le début de cette série pour vraiment en extraire quelque chose, en extraire ce qui peut réellement rester avec nous. C'est pas une notion d'appliquer une méthode qui fonctionne parfaitement, en fait. C'est vraiment comme une manière nouvelle de nous accompagner jour après jour. Parce que
ce grand œuvre, il s'arrête pas au moment où la série va se terminer, en fait. Cette notion du grand œuvre, au contraire, il commence à devenir véritablement vivant quand on n'a plus besoin de tous ces supports-là, pour continuer à le pratiquer. Voilà, donc c'est aussi un process qui nous ramène et qui essaye de nous ramener à cette notion vraiment d'incarnation par la pratique, tous les jours, dans sa vie. Et un système nerveux apaisé et apaisant, c'est tous les jours dans sa vie. Voilà. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Donc voilà pour ce numéro 22. Et puis, je te dis à jeudi prochain.